Je m'appelle Julien Dubois. Pendant 40 ans, j'ai été professeur d'histoire à l'université, une profession faite de chronologie, de récits et de structure de pensée. J'ai appris qu'une vie bien construite est plus qu'une simple existence, c'est un dialogue constant entre soi et le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, à 72 ans, je suis à la retraite, et je vis au cœur de ce dialogue, une maison en pierre meulière que j'ai rénovée moi-même, nichée au calme, en lisière de la forêt de Fontainebleau. C'est un lieu de paix, où la douce lumière de l'Île-de-France filtre à travers le feuillage des chênes, et où les seuls bruits sont le rythme apaisant du vent dans les arbres et le cri lointain d'une buse. Ma vie, comme ma maison, a été bâtie sur des principes d'équilibre, de droiture et de force tranquille. C'est du moins ce que je croyais. L'atmosphère dans la salle à manger, ce soir-là, était lourde de non-dits, en contraste frappant avec la brise d'automne vivifiante qui s'engouffrait par la porte-fenêtre ouverte sur la terrasse. Mon fils, Léo, et sa femme, Chloé, étaient montés de la maison d'amis pour notre dîner dominical hebdomadaire. Cette petite maison, un écho plus modeste de la mienne, avait été leur sanctuaire pendant 2 ans, un havre de paix sans loyer pendant que Léo tentait de percer comme peintre et que Chloé développait sa marque en ligne de « coach de vie ». Léo était silencieux, entièrement absorbé par la poursuite d'un petit pois solitaire dans son assiette avec sa fourchette. C'est un homme bon dans le fond, mon fils, mais ce fond était souvent enfoui sous un besoin d'approbation, une malléabilité que Chloé avait appris à sculpter avec une main d'experte. Elle, en revanche, était radieuse, ses gestes amples, sa voix empreinte d'une autorité sereine qui avait toujours le don de m'agacer. « Julien », commença-t-elle en posant son verre de vin avec une délicatesse étudiée. Léo et moi avons eu une prise de conscience profonde cette semaine. J'attendis, mon propre verre de Bourgogne à la main. Avec Chloé, les déclarations étaient toujours profondes. Nous avons médité sur le concept de la famille en tant qu'écosystème holistique, poursuivit-elle, ses yeux scrutant mon visage en quête d'une réaction. Et nous avons réalisé que cette propriété a un potentiel inexploité immense pour la guérison collective. Je pris une longue gorgée de vin. De quelle manière ? Mes parents, dit-elle, sa voix prenant un ton d'une douce gravité. Ils traversent une période de transition énergétique intense. Leur appartement à Paris étouffe leur croissance spirituelle. Ils ont besoin d'être entourés par la nature, par des vibrations familiales positives. Une froide immobilité m'envahit. Je regardai Léo, qui leva enfin les yeux, son expression un mélange familier et misérable d'excuses et de suppliques. Il savait ce qui allait suivre. « Chloé », dis-je en gardant une voix égale. « Tes parents sont les bienvenus pour nous rendre visite n'importe quand. Tu le sais. » « Nous ne parlons pas d'une visite, Julien, dit-elle, son sourire ne faiblissant jamais. Nous parlons d'un réalignement. Ce serait si beau. Il pourrait prendre les 2 chambres d'amis à l'étage. Nous pourrions tous partager ce magnifique espace, créer ensemble un véritable sanctuaire. Mon père pourrait aider avec le potager, ma mère pourrait nous apprendre les secrets des tisanes. Elle présentait cela non pas comme une demande, mais comme un cadeau qu'elle m'offrait, la chance de voir ma vie, ma maison, ma solitude, complètement bouleversée. Les 2 chambres d'amis à l'étage n'étaient pas de simples chambres, c'était ma bibliothèque et mon bureau, des espaces qui contenaient les fantômes de mon travail, les échos de ma défunte épouse, Hélène. Non, dis-je. Le mot était calme, mais il tomba au centre de la table avec le poids d'une pierre. Le masque serein de Chloé vacilla. Je ne pense pas que tu comprennes. Je comprends parfaitement, répliquai-je en posant mon verre et en la regardant droit dans les yeux. C'est ma maison. C'est mon espace privé. Tes parents n'emménageront pas ici. Mais tu as toute cette place, protesta-t-elle, sa voix gagnant en acuité. Tu es tout seul. C'est égoïste de monopoliser ce genre d'énergie curative. Ce n'est pas une marchandise, Chloé. C'est ma vie. Je me tournai vers mon fils. Léo ? Il sursauta, posant sa fourchette. Papa, allez. Ce serait juste pour quelque temps, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. C'est la bonne chose à faire. La famille, ça s'entraide. J'ai aidé, dis-je, ma voix toujours calme, bien qu'une douleur profonde et résonnante commençait à se propager dans ma poitrine. Pendant 2 ans, vous avez vécu dans la dépendance. J'ai payé les factures, les impôts, l'entretien. Je vous ai donné de l'argent pour du matériel d'artiste et des frais de galerie et qui ne se sont jamais concrétisés en exposition. Je l'ai fait avec plaisir, parce que tu es mon fils et que je voulais te donner l'espace pour construire une vie.
Mais ma maison, cette maison, ne fait pas partie de cet arrangement. Le silence qui suivit fut lourd et étouffant. Chloé me dévisageait, sa façade de sérénité éclairée s'effritant pour révéler quelque chose de froid et de dur en dessous. Léo se contentait de regarder ses mains, son silence étant une condamnation plus forte que n'importe quel mot. Ce fut Chloé qui parla, sa voix teintée d'une pitié venimeuse. Tu mets tout ton amour dans la pierre et le bois, Julien. Pas étonnant qu'il ne t'en reste plus pour les gens. Tu mourras seul dans ton musée vide et parfait. Je regardais Léo, attendant qu'il me défende, qu'il dise quoi que ce soit. Il resta silencieux, une statue de l'échec filial. Et à cet instant, je compris. Ce n'était pas une négociation, c'était une invasion. Ils ne voyaient pas une maison que j'avais bâtie avec mon amour et le travail de ma vie, ils voyaient un bien, une ressource sous-utilisée à laquelle ils estimaient avoir droit. La douleur dans ma poitrine se mua en une lucidité aiguë. Une limite avait été franchie, une ligne fondamentale qui ne pourrait jamais être effacée. Je pliai ma serviette et la posai sur la table. Je pense que ce dîner est terminé, dis-je, ma voix dénuée de l'émotion qui bouillonnait en moi. J'aimerais que vous retourniez tous les deux dans la maison d'amis maintenant. Chloé ricana, mais Léo se leva immédiatement, le visage pâle. Ils partirent sans un mot de plus, la porte-fenêtre se refermant derrière eux dans un soupir. Je restai debout dans le silence de ma salle à manger, l'odeur du poulet rôti et du parfum de jasmin de Chloé flottant dans l'air. Je regardais les murs chaleureux en pierre, les plans encadrés de cette même maison, la chaise vide où Hélène avait l'habitude de s'asseoir. Les mots de Chloé résonnaient dans le calme. Un musée vide. Mais il n'était pas vide. Il était plein de ma vie, de mon amour, de mes souvenirs. Et je ne permettrai pas qu'on le profane. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de ma sœur. Isabelle, dis-je quand elle répondit. C'est le moment. Tout ce dont nous avons parlé. Je suis prêt maintenant. Isabelle, ma sœur cadette, est conseillère en gestion de patrimoine, et son univers est fait de tableurs, de projections et de conséquences. Là où je vois des formes et de la lumière, elle voit des bilans et des résultats nets. Depuis un an, elle m'incitait gentiment à officialiser l'arrangement avec Léo et Chloé, à considérer leur dépendance non pas comme un soutien familial, mais comme une charge financière insoutenable. J'avais résisté, m'accrochant à l'espoir que Léo trouverait sa voie. Cet espoir était mort la nuit dernière. Nous nous retrouvâmes le lendemain à son bureau à Paris. Elle avait préparé un dossier, une fine chemise cartonnée qui semblait plus lourde qu'un bloc de granit. J'ai commencé à documenter les choses il y a environ un an, dit-elle, son ton professionnel mais ses yeux adoucis par l'inquiétude. Elle l'ouvrit, révélant des papiers soigneusement organisés. 2 ans dans la dépendance. D'après les prix du marché pour une location similaire près de Fontainebleau, cela représente environ 1 500 € par mois. Une estimation prudente du soutien que tu as fourni. Elle fit glisser une feuille de calcul sur la table. Facture, quote-part de la taxe foncière, une série de virements bancaires libellés, prêts pour matériel d'artiste, acompte galerie, frais de stage. Le total en bas de la page s'élevait à un peu plus de 80 000 €. Voir ce chiffre quantifié, dépouillé du contexte émotionnel de l'amour paternel, était stupéfiant. C'était l'anatomie de mon déni exposé à l'encre noire. Il te voit comme une banque, Julien, dit doucement Isabelle. Et la banque était sur le point d'être saisie. Elle avait raison. Je n'avais pas soutenu le rêve de mon fils, j'avais financé son fantasme et celui de Chloé, une vie sans conséquences. Isabelle m'avait déjà trouvé une avocate, une femme nommée Maître Anya Sharma, spécialisée en droit immobilier. Son approche, m'assura Isabelle, était méthodique et calme, pas agressive. Ma rencontre avec Anya fut rassurante. C'était une femme d'une 40aine d'années, dotée d'une confiance tranquille qui m'inspira immédiatement. Le but ici n'est pas d'être punitif, expliqua-t-elle après que je lui eus raconté le dîner du dimanche. C'est d'être clair. La première étape est une lettre de mise en demeure. Nous stipulerons que l'arrangement actuel prend fin et nous leur donnerons un généreux préavis de 60 jours pour trouver un nouveau logement. Nous proposerons également, si vous êtes d'accord, une somme forfaitaire de 3 000 € pour les aider avec les frais de déménagement et une caution. C'est un dernier geste de bonne volonté et cela démontre que vous êtes plus que raisonnable. J'acceptais. Cela me semblait juste. C'était une limite ferme, mais pas une porte claquée. La lettre fut envoyée par huissier de justice le lendemain. L'appel de Léo arriva ce soir-là. Il pleurait.
Papa, qu'est-ce que c'est? Une lettre d'huissier? Comment as-tu pu nous faire ça? La lettre est très claire, Léo, dis-je, ma voix plus stable que je ne le sentais. Il est temps pour toi et Chloé de devenir indépendants. Mais on n'a pas les moyens de déménager. Tu le sais bien. C'est un problème que vous allez maintenant avoir l'occasion de résoudre, répliquai-je. Je vous ai soutenu pendant 2 ans. Ce soutien prend fin maintenant. Puis vinrent les textos de Chloé. C'était un cours magistral de manipulation, oscillant sauvagement entre des menaces furieuses, je vais dire à tout le monde comment tu abandonnes ton propre fils. Trahison familiale, et des appels mielleux, Julien, mon cœur est brisé. Parlons-en avec amour et lumière. Suivant les conseils d'Anya, je ne répondis pas. Je sauvegardai chaque message, créant un dossier numérique que je nommais simplement « correspondance ». Une semaine plus tard, Isabelle appela d'un ton grave. « Je crois savoir pourquoi ils sont si désespérés, dit-elle. J'ai fait quelques recherches. Il s'avéra que Chloé avait investi des dizaines de milliers d'euros une combinaison de leurs économies et des prêts que je leur avais fait dans un système de vente pyramidale à haut risque, déguisé en marque de bien-être artisanale. Ils vendent des élixirs d'huiles essentielles à 300 € la bouteille, dit Isabelle, le dégoût perlant dans sa voix. L'entreprise fait déjà l'objet de poursuites judiciaires dans 2 pays. Elle n'a pas bâti une entreprise, Julien. Elle a englouti ton argent dans une pyramide. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. L'exigence que ses parents emménagent ne relevait pas de la guérison collective. C'était une manœuvre désespérée pour éliminer leurs propres frais de logement quand ils ont réalisé que l'argent avait disparu et que le rêve implosait. Ils n'essayaient pas de construire une vie avec moi, ils cherchaient une bouée de sauvetage, et j'étais cette bouée. Les 60 jours passèrent avec une lenteur angoissante. Des amis appelèrent, hésitants et gênés. On a vu le post de Chloé sur Instagram. Tout va bien? J'appris à répondre par un simple et calme, c'est une affaire de famille privée, mais merci de t'en soucier. Je refusais de prendre part au drame public qu'elle essayait de créer. Au 61e jour, la dépendance était toujours occupée. Le camion de déménagement n'est jamais venu. Mon geste de bonne volonté avait été accueilli par un défi. Le cœur lourd, j'appelai Anya. Ils ne sont pas partis, dis-je. Nous devons engager la procédure d'expulsion. Déposer les documents officiels au tribunal me parut un échec cuisant. Ce n'était pas un litige entre un propriétaire et un locataire, c'était un père qui expulsait son fils de sa propriété. Chaque signature sur les documents était une petite mort, la rupture d'un lien que j'avais cru autrefois indestructible. L'audience fut fixée pour un matin gris et brumeux de la mi-mars, juste après la fin de la trêve hivernale. La salle d'audience était petite et stérile, sentant les manteaux de laine mouillés et le café réchauffé. J'étais assis avec Anya à une table, Léo et Chloé étaient assis à l'autre, se représentant eux-mêmes. Chloé s'était habillée pour le rôle de la victime, dans une simple robe grise, les cheveux tirés en arrière, son expression d'une fragilité blessée. Léo se contentait de fixer la surface polie de la table, les épaules affaissées. Quand le juge appela notre affaire, Chloé se leva et livra un monologue larmoyant sur les pactes familiaux et la dévastation émotionnelle d'être jeté dehors dans le froid. Elle parla de l'âme d'artiste sensible de Léo et de ma forteresse émotionnelle. Le juge, une femme pragmatique aux yeux fatigués, écouta patiemment avant de se tourner vers Anya. Anya n'entra pas dans ce théâtre. Elle présenta calmement les faits, les 2 ans de logement gratuit, les documents prouvant mon soutien financier, le préavis formel de 60 jours, l'offre d'aide au déménagement restée sans réponse. Elle déroula une chronologie claire et simple de ma générosité et de leur refus d'accepter qu'elle ait une fin. Le juge examina les documents. L'ensemble de la procédure dura moins de 15 minutes. Sa décision fut rapide. La loi est claire, dit-elle en regardant Léo et Chloé. Vous étiez des occupants à titre gracieux, et votre invitation à rester a été révoquée. Vous avez 7 jours pour quitter les lieux. Chloé eut un hoquet de surprise, mais le juge était déjà en train de tamponner les papiers. Affaire suivante. La dernière semaine fut une agonie silencieuse. Je gardais les stores du côté ouest de ma maison fermés, ne voulant pas les observer. Mais le 7e jour, le grondement d'un moteur de camion m'attira à la fenêtre. C'était une petite camionnette de location, bien trop petite pour 2 ans de vie accumulée. Je les regardais charger en silence, sans amis ni famille pour les aider. Ils sortirent des cartons, quelques meubles bon marché, et les toiles de Léo, qu'il empila soigneusement contre le côté du camion.
Le processus dura des heures. En fin d'après-midi, alors que le soleil d'hiver commençait à décliner, la camionnette était pleine. Chloé monta côté conducteur sans un regard en arrière. Léo s'arrêta sur le chemin de gravier entre la dépendance et la maison principale. Il leva la tête, ses yeux rencontrant ma fenêtre. Son visage était une toile d'émotions que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer: honte, ressentiment, chagrin, colère. C'était le visage d'un étranger. Il soutint mon regard un long moment, puis se détourna, monta côté passager, et ils s'éloignèrent sur la route sinueuse, disparaissant dans la brume. Je restai à la fenêtre longtemps après que le bruit du moteur se fut estompé, le silence qu'il laissait derrière semblant plus fort que n'importe quelle dispute. La dépendance était sombre et vide. C'était fini. La limite avait été tracée et appliquée. J'avais récupéré ma propriété. J'avais retrouvé ma paix. Mais le prix était le fils que je croyais connaître. Après leur départ, j'attendis une journée entière avant de descendre le chemin vers la maison d'amis. La clé semblait étrangère dans ma main. À l'intérieur, l'air était vicié et lourd des fantômes de leur vie en suspens. Ils avaient emporté leurs affaires, mais ils avaient laissé le chaos derrière eux. De la vaisselle sale dans l'évier, des poubelles qui débordaient, une odeur faible et écœurante des huiles essentielles de Chloé qui s'accrochaient aux rideaux. Mais c'était plus que le désordre physique. L'espace semblait émotionnellement meurtri. Pendant 2 ans, cette maisonnette avait été le réceptacle de leurs angoisses, de leurs tromperies, de leurs rêves échoués. Je ressentis un besoin impérieux de la purifier, de me la réapproprier non seulement légalement, mais spirituellement. Le travail devint ma thérapie. J'ouvris chaque fenêtre, laissant l'air froid et pur de mars balayer l'intérieur. Je frottais les sols, lavais les murs et emballais les quelques babioles qu'ils avaient oubliées. Chaque acte de nettoyage me semblait être un acte d'effacement, une reconquête de ma propre énergie dans un lieu où elle avait été épuisée. Une fois propre, je savais que je ne pouvais pas la laisser comme une maison d'amis. Elle garderait toujours le souvenir de ce qui s'était passé. Au lieu de cela, je décidai de la transformer. Je vidai la maisonnette de tous ses meubles, donnant la plupart. Je fis repeindre les murs en un blanc de galerie, propre et net. Je ramenai ma vieille table à dessin du grenier, installai des chevalets et organisai des étagères avec du matériel pour la peinture, la poterie et le croquis d'architecture des passe-temps que j'avais délaissés depuis des années. Lentement, au fil des semaines qui se transformèrent en mois, la maisonnette renaquit en mon atelier. Ce n'était plus un symbole de dépendance et de conflit, mais un sanctuaire pour ma propre créativité. En y travaillant, avec la pluie crépitant sur les velus et la concentration silencieuse de mes propres mains, je commençais à guérir. Je reconstruisais mon espace, et ce faisant, je me reconstruisais moi-même. Des nouvelles de Léo et Chloé me parvenaient par bribes via Isabelle, qui entendait des choses par des connaissances communes. Ils vivaient dans un petit appartement sinistre dans une banlieue parisienne définie par le béton et les centres commerciaux. La vente pyramidale de bien-être s'était, comme prévu, effondrée, emportant tout leur argent. Les retombées furent brutales. Chloé reprochait à Léo de ne pas mieux subvenir à leurs besoins, il lui reprochait sa croyance téméraire en un fantasme. Leur rêve commun était devenu une prison commune, et bientôt, la prison ne put les retenir. En juin, Chloé était partie. Elle était retournée vivre chez ses parents, ses profils sur les réseaux sociaux nettoyés de toute mention de Léo, une amputation numérique. Isabelle et Anya me convainquirent de prendre une dernière mesure légale. Il ne s'agit pas de l'argent, Julien, avait insisté Isabelle. Il s'agit de la vérité. Il doit y avoir une trace légale de ce qui s'est passé, pour qu'il ne puisse jamais prétendre qu'il était la victime. Nous avons intenté une petite action civile, non pas pour les presque 80 000 € de soutien, mais pour un seul prêt, bien documenté de 25 000 € que je leur avais accordé pour une prétendue exposition dans une galerie du Marais, une exposition qui n'a jamais eu lieu. Ils ne se sont pas présentés au tribunal. J'ai obtenu un jugement par défaut. C'était une victoire creuse, mais nécessaire. Un point final à un chapitre douloureux. Léo était seul, occupant un emploi subalterne dans un entrepôt en banlieue, son salaire faisant l'objet d'une saisie pour commencer le lent et pénible processus de remboursement du jugement. Il vivait dans une chambre meublée qu'il louait à la semaine. Il avait perdu sa femme, sa maison, sa stabilité financière et son article. Il avait touché un fond qu'il avait lui-même creusé. Ma vie, pendant ce temps, s'épanouissait. Le drame disparut, il y avait de la place pour que d'autres choses grandissent. J'ai renoué avec de vieux amis de mes années d'enseignement.
J'ai fait un voyage sur la côte normande, juste pour m'asseoir et dessiner les vagues. Et j'ai commencé à verser l'argent de la saisie sur salaire de Léo 500 € par mois à la Maison des Jeunes et de la Culture locale qui offrait un espace d'atelier et du matériel gratuit aux jeunes artistes à faible revenu. C'était comme un rééquilibrage de la balance, transformant la douleur du parcours artistique raté de mon fils en une véritable opportunité pour d'autres. La douleur était alchimisée en dessin. Puis, un soir pluvieux de fin d'automne, près d'un an après ce dîner dominical fatidique, une lettre est arrivée. C'était une simple enveloppe blanche avec mon nom et mon adresse écrits de la main reconnaissable et légèrement fébrile de Léo. Mon premier instinct fut de la jeter, sans l'ouvrir. Mais je l'emportai dans mon nouvel atelier, m'assis à ma table à dessin et l'ouvris avec un couteau à palette. La lettre était courte, écrite sur une seule feuille de papier à lignes. Ce n'était pas un appel à l'aide financière ni un plaidoyer pour le pardon. C'était simplement un compte-rendu. « Papa », commençait-elle. Je ne m'attends pas à ce que tu répondes à ceci. Je n'écris pas pour demander quoi que ce soit. J'écris parce que j'ai besoin de le dire, pour moi. Tu avais raison. Surtout. J'ai été faible, et j'ai été un lâche. J'ai laissé Chloé me convaincre que ce que nous faisions était normal, que nous avions droit à ta vie parce que nous luttions avec la nôtre. Je suis resté sans rien dire pendant qu'elle t'insultait dans ta propre maison. J'ai abandonné tous les principes que tu m'as enseignés parce que j'avais peur d'être seul et j'avais peur d'échouer. J'échoue maintenant, à tous les niveaux. Mais pour la première fois, j'ai l'impression que c'est mon propre échec, et pas celui de quelqu'un d'autre. Je travaille, et je paie mes dettes. J'ai vendu mes bonnes toiles, mais j'ai acheté un carnet de croquis bon marché. J'ai recommencé à dessiner, juste pour moi. Les choses que je vois dans le bus pour aller au travail. La vue depuis ma fenêtre. Je suis désolé pour la douleur que je t'ai causée. Je suis désolé de ne pas avoir été un meilleur fils. Je lus la lettre 2 fois, puis la posai sur la table à côté d'une aquarelle inachevée de la forêt à l'extérieur. La pluie s'était adoucie en une fine brume. Les arbres se dressaient, silencieux et constants, leurs branches tendues vers le ciel gris. Je ne savais pas si je reverrais un jour mon fils, si notre relation pourrait jamais être vraiment réparée. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être entièrement reconstituées. Mais la lettre n'était pas un plaidoyer pour une restauration, c'était le témoignage d'un commencement. Son commencement. Et j'avais trouvé le mien. Je regardais autour de moi dans l'atelier, les murs blancs et propres, les outils de ma propre créativité, l'espace paisible et tranquille que je m'étais battu pour reconquérir. J'avais appris la plus dure des leçons, que parfois, l'acte le plus aimant est d'établir une limite, et que la plus grande force est le courage tranquille de la faire respecter, même si cela vous brise le cœur. La porte vers mon fils n'était pas claquée, mais ce n'était plus une blessure béante. C'était simplement une porte, et pour la première fois, je sentais que c'était moi qui détenais la clé. La paix que je ressentais n'était pas la paix de la victoire, mais la paix plus profonde et plus résonnante du respect de soi. Et dans le calme de ma maison, entouré par la vie que j'avais construite et reconquise, cela suffisait.